Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, la nuit des longs couteaux pour l'élection du maire de la ville de Douala, qui sera le nouveau patron de la métropole économique du Cameroun. La question est sur toutes les lèvres, la réponse sera connue demain. Et en attendant, nous vous présentons ce soir les visages des 4 qui veulent remplacer Fritz Tonnet à Douala. À la une également ce soir, la colère des chefs traditionnels Sawa suite aux propos tenus par un dignitaire de l'Ouest et membre du RDPC. Au cours d'une réunion à Douala, l'incriminé aurait lâché des paroles allant dans le sens de la prise du pouvoir par les ressortissants de l'Ouest à Douala 5e. Les chefs Sawa exigent des excuses de la part du concerné. Dans l'actualité également ce soir, il avait promis et il l'a fait. Le fameux coup de fil est finalement passé hier entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Le communiqué de l'Élysée parle de discussions autour de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parole aux analystes qui décryptent pour nous cette nouvelle communication. Et puis les policiers plient en flagrant délit d'arnaque autour des passeports. 2 gardiens de la paix et un employé du ministère des Marchés publics dénoncés par un usager à qui ils ont réclamé la somme de 400 000 francs CFA pour le renouvellement de son passeport. Les circonstances de leur arrestation à suivre dans ce journal. Et puis le coronavirus sur ses gardes, le Cameroun plutôt, sur ses gardes contre le coronavirus. Le ministre de la Santé publique en alerte est allé juger le déploiement du dispositif de protection contre cette maladie qui a déjà fait plus de 3000 morts. Des conséquences économiques se font de plus en plus importantes au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On ouvre par cette page spéciale consacrée aux élections au Cameroun. On ouvre tout de suite avec cette nouvelle autour justement de l'élection du maire de la ville de Douala qui sera élu patron de la ville de Douala effectivement. La réponse ce sera donc demain, mardi 3 mars 2020 et au terme du vote des 270 conseillers municipaux, 4 candidatures sont d'ores et déjà enregistrées. La présentation des figures qui ont la prétention de prendre les rênes de la métropole économique du Cameroun dans cet élément signé Yvonne Katiken et Stéphane Binac. L'entretien annoncé par le président français avec son homologue camerounais a finalement eu lieu ce dimanche. Élection On parle justement de cette élection du nouveau patron de la ville de Douala et cette question qui se pose depuis quelques jours, qui remplacera Fritz Tonnet, qui sera donc maire de la ville de Douala. La question se pose. Les 270 conseillers municipaux vont donc prendre part à ce scrutin demain. 4 candidatures d'ores et déjà enregistrées. La présentation des figures qui ont justement la prétention de prendre les rênes de la métropole économique du Cameroun dans cet élément, signé Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Élection des maires des villes, un scrutin indirect diversement apprécié des populations. Certains auraient souhaité l'implication des riverains dans le processus électoral dans le souci de voir émerger des bénéficiants de la confiance de leurs concitoyens. Je souhaiterais que ça soit élu par la population. Et non par les conseillers. Moi je pense que c'est vraiment la population qui devait vraiment faire ce choix-là. Parce que là, à partir de ces circonstances, on détermine vraiment la personnalité, on les reconnaît même. Une idée que ne partagent pas ceux qui pensent que ces conseillers municipaux ont reçu l'onction des citadins qui les ont élus. Je pense que c'est les conseillers municipaux qui doivent élire le maire de la ville. Voilà. Donc, ces populations-là ont donc choisi
des conseillers municipaux, parmi lesquels des maires ont été élus, ces maires ont pour vocation de choisir le maire des maires. Et naturellement, je ne vois pas encore la population va s'offusquer qu'on ait choisi tel ou tel, puisque c'est eux-mêmes qui ont choisi à la base. Pour d'autres, l'application du code de décentralisation reste perfectible. C'est une première étape. Nous pensons que dans un début, comme ça se passe ailleurs, je pense que même à Paris, ce sont les grands conseillers qui élisent le maire de la ville. Ce serait bien qu'on ait au moins ce début qui puisse nous permettre de voir comment les choses vont se passer. Peut-être que dans une prochaine phase, on permettra aux populations de procéder par un scrutin direct. Plusieurs sont ceux qui estiment que pour des raisons économiques, le scrutin direct devait être maintenu. C'est normal. C'est normal qu'on utilise les conseillers municipaux pour élire le maire de la ville, pour nous permettre de faire un peu d'économie. Dans la capitale économique, l'élection du maire de la ville de Douala se déroulera le mardi 3 mars 2020. C'était donc là quelques usagers qui s'expriment au sujet du mode du scrutin pour cette élection du maire de la ville de Douala qui aura lieu, je vous le disais, demain. Mais on revient avant la fin de cette édition sur ces figures, effectivement, qui comptent prendre les rênes de la ville de Douala. Il y a quelques heures de cette élection du maire de la ville, le parti camerounais pour la réconciliation nationale crie à l'injustice dans la circonscription du Vouri-Est, à Douala 5e notamment. Le parti dénonce les mauvaises pratiques dans la gestion de l'élection des conseillers municipaux qui a eu lieu il y a quelques jours. Les membres du bureau régional de la formation politique pour le littoral ont donné une conférence de presse pour exprimer leur désolation. Il y a 7 représentants pour les détails. Ici, une conférence du PCAN à son siège au quartier Cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e. Une occasion pour les élus aux différentes échéances électorales dans la circonscription de Vouri-Est de se présenter. La volonté du parti d'introduire un recours en annulation des conseillers de la commune de Ville est aussi introduite. Pour le cas du RDPC, ils ont 43 conseillers. Pour le PCRN, on a 11 conseillers. Et pour le cas du SDF, ils ont 7 conseillers. Lorsqu'on fait 43, plus 11, plus 7, ça fait 61 conseillers. De quoi s'agit-il en fait? Il était question qu'on partage proportionnellement les 10 sièges de grands conseillers qu'on a aux 61 conseillers du Conseil en tenant compte de la répartition politique du Conseil. Selon le PCAN, la loi n'a pas été respectée lors du vote de ces derniers. Nous allons user des deux voies, les voies de droit et les voies politiques. Rien ne nous oblige à siéger dans ces conseils municipaux si jamais, effectivement, notre droit n'est pas rétabli. Le PCAN note d'ailleurs quelques irrégularités qui ont émaillé ce vote. C'est le préfet quasiment qui a déjà sorti de la salle. Allez-y comme c'était lui qui dirigeait la salle. Vous voyez bel et bien qu'il y a effectivement un mécanisme de musellement qui est mis en place. Parce qu'ils savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas nous battre aux urnes. Outre, n'est-ce pas, les contorsions qui ont été faites, nous avons accepté ce verdict. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Ils savent l'adversaire numéro 1 qu'ils ont au Cameroun, c'est bel et bien le Parti camerounais pour la réconciliation nationale et naturellement son président national, Cabral Libi. Le parti de Cabral Libi devait alors obtenir 2 conseillers au lieu d'un seul, selon les réclamations. Une affaire à suivre. Quittons Douala 5e pour repartir à la mairie de la ville pour vous présenter, comme je vous le disais tout à l'heure, les 4 visages qui veulent diriger la ville de Douala. C'est dans cet élément signé Yvonne Katiken. Il s'appelle Henri Dean, il est conseiller municipal à la mairie de Manoka. C'est l'un des 4 candidats déclarés pour la gestion de la cité économique. Député suppléant à Vouri-Centre, c'est un avocat qui ambitionne de redonner à la ville de Douala ses lettres de noblesse. J'ai eu à évoluer beaucoup dans les environnements des communes et les environnements d'aménagement urbain au Cameroun et à l'étranger. Et donc j'estime que cette expérience acquise là, à côté de ma profession d'avocat, je peux beaucoup apporter à ma ville. Au-delà de son amour pour la ville qui le vit naître il y a plusieurs années, il pense avoir l'intégrité requise pour cette haute fonction. Les conseillers qui seront demain à cette élection, je leur apporte déjà la fraîcheur de la ville. Je leur apporte ma parole. Ceux qui me côtoient savent que je suis un homme de parole. Je leur apporte, sans fausse modestie, mon intégrité. Il aura face à lui Roger Mbassadine. C'est un sénateur de la première heure. Il a de la détermination et surtout de la hargne
à servir les citoyens de la cité économique. Docteur Solé Jérémy est médecin. Il a fait le diagnostic des maux qui bloquent le rayonnement de la ville de Douala. Il veut la moderniser à travers une gestion participative. La ville se fait avec la mobilisation de toutes les intelligences, avec la mise en concert, je dis vraiment une mise en concert des mairies d'arrondissement. Et maintenant, la mobilisation de tous les intelligents, tous azimuts, parce que quand on gère une ville, ce n'est plus une affaire de parti politique. Jean-Jacques Lenguemalapa, dont le nom a régulièrement été cité dans les couloirs, après avoir géré la mairie durant 2 mandats successifs, Jean-Jacques Lenguemalapa veut mettre cette expérience au service de tous les citoyens de la ville de Douala. Ces hommes semblent tous prêts. Les consultations se poursuivent, des réunions en un point finir. Dans tous les cas, la ville de Douala aura son maire demain après-midi. Et en attendant, les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri sont en colère. Je vous le disais en titre, ils se disent indignés par des propos tenus par un membre du RDPC au cours d'une réunion préparatoire du double scrutin de février dernier. Au cours de la dite réunion présidée par Célestine Ketchakoutez, aux côtés des ressortissants de l'ouest du Cameroun, l'intéressé aurait évoqué des plans pour l'Ouest pour prendre le pouvoir à la mairie de Douala, 5e, des propos jugés méprisants par l'association des chefs Sawa du Vouri. Lille Piedjou et Joseph Wapon. Je sais qu'il est temps que nous autres, on s'approprie ce que Dieu nous a donné. Nos enfants sont partis de l'Ouest pour venir faire de Douala 5e, ce qu'il est aujourd'hui. Ces propos suscitent une fois de plus la colère de l'association de chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri. Propos recueillis lors d'une réunion entre un membre du gouvernement et les ressortissants de la région de l'Ouest à Douala 5 en vue du double scrutin du 9 février dernier. La vidéo mettant en évidence ces paroles est devenue virale sur la toile. Dans un communiqué signé dimanche de son président, Sa Majesté Essombe Damboué, le peuple Sawa du Vouri exprime avec consternation et indignation ces mots qui tendent à mépriser les Bakoko, Bassa et Douala, considérés comme uniques autochtones du Vouri, et de musulmans, voire d'anéantissement des autochtones. Pourtant, le Vouri a ouvert ses portes et offert des opportunités d'affaires et d'enrichissement. Au-delà de cette indignation, les chefs traditionnels Sawa s'engagent à contenir et à réduire le sentiment de révolte grandissant au sein de leur population, afin d'éviter toute menace au climat de paix sociale dans le département. L'association des chefs traditionnels Sawa appelle l'auteur de ces propos à les retirer et à présenter ses excuses aux ressortissants du Vouri, au RDPC, de se désolidariser de ces propos et annonce pour les prochains jours des courriers au gouverneur de la région du littoral, au secrétaire général du comité central du RDPC et au chef de l'État afin que ceux qui ont la charge de ce pays protègent les autochtones sur l'étendue du territoire national en faisant d'eux, par la loi, les seuls éligibles à la tête des exécutifs municipaux de leurs communes d'arrondissement respectives. Toujours au sujet des élections, en dépit des atermoiements observés au cours de l'élection du maire de San-Mélima, Faustin Bokono reste à la tête de cette municipalité du département du Dja-et-Lobo. L'homme est attendu sur plusieurs chantiers, la lutte contre le désordre urbain, la réfection et réhabilitation des routes défectueuses, entre autres. Le verdict des urnes a permis de calmer les tensions existant entre les conseillers municipaux. La passation de services entre le maire sortant et entrant est donc prévu demain 3 mars. Charles Robert Itoke et Emmanuel Koueta. Décentralisation et amélioration des conditions de vie des populations. L'exécutif communal de San-Mélima est très attendu sur ce vaste chantier. L'ouverture des routes et des servitudes, le désordre urbain, la propriété dans les quartiers, la prise en compte des jeunes et personnes nécessiteuses, l'extension de l'éclairage public dans les quartiers. Nous demandons donc à la nouvelle équipe qu'il puisse mettre en priorité ces servitudes et l'éclairage public. Nous souhaitons aussi, en disant d'abord merci au chef de l'État pour le don de l'université inter-État, nous demandons, qui dit merci demande toujours, s'il peut, une fois de plus, ajouter l'université bilingue, pour que nos frères anglophones se sentent aussi à l'aise ici.
La volonté des populations pour un changement à la tête de la municipalité s'est manifestée par le choix de Faustin Bekono, élu démocratiquement. Un verdict accepté par les uns et les autres et favorisant ainsi le retour au calme dans la localité. Nous aimons trop Samlima, mais alors, lorsque on fait des élections pour élire des maires ou des députés, nous attendons d'eux des travailleurs, c'est-à-dire embellir la ville, construire. Il faut, par exemple, le marché moderne de Samlima, c'est quelque chose. Mais il y a des projets qui sont en suspens ici à Samako, on ne comprend pas, alors que ça a été financé. Désormais, le maçon sera jugé au pied du mur. La passation des services entre l'exécutif municipal sortant et entrant se tiendra le 3 mars à l'hôtel de ville de Sangmelima. Et pendant qu'on parle de passation de services dans certaines municipalités, l'heure est encore aux préparatifs pour les élections partielles dans certaines circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et on en parle avec vous à Yaoundé, Alain Silankanga. Bonsoir. Michael, bonsoir à tous. Effectivement, législative partielle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elections Cameroun affûte ses armes pour relever le défi d'un scrutin transparent et inclusif suite à l'annulation du vote dans 11 circonscriptions par le Conseil constitutionnel. Comment offrir aux électeurs des bureaux de vote sécurisés dans les localités en proie aux menaces sécessionnistes? Brand Kamga et Samuel Boni sont allés à la rencontre du directeur général des élections. Reportage. Le ministère de l'administration territoriale était pourtant unanime et sur le déroulement sans faille du double scrutin et sur les dispositions sécuritaires prises jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel, via les requêtes du SDF, ne demande la reprise des élections législatives dans 11 circonscriptions où les centres de vote ont été délocalisés. Le fait qu'on ait pour mettre à l'abri des attentats, c'est cela qui est démocratique. Robert Bapolipote, de l'Union des populations du Cameroun, la force de la participation au débat parlementaire. Gaston Komba, qui s'était investi pour la jeunesse par la pertinence des actions, et Martin Oyono est conduit par la maladie. Tony Truant, il aura mené et gagné des combats pendant son mandat. Et le moindre n'est pas le respect des clauses contractuelles au port autonome de Kribi pour lequel des personnes convaincues de détournement de fonds d'indemnisation ne sont pas dans les chambres douillées. Il était attendu et il a finalement eu lieu. Emmanuel Macron a échangé dimanche avec le président Paul Biya. C'est un communiqué de l'Élysée, un communiqué fermé qui, selon les analystes, maintient en état le problème d'ingérence et des usages diplomatiques. On voit cela avec Patrick Christian d'abord. L'entretien annoncé par le président français avec son homologue camerounais a finalement eu lieu ce dimanche. 8 jours après les propos controversés d'Emmanuel Macron sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, l'agence France Presse relaie une sortie de l'Élysée sur le sujet, jugée diplomatiquement correcte par des analystes des questions internationales. Je réitère le fait que c'est une communication normale dans la pratique diplomatique que des chefs d'État s'appellent, même si, je le disais, cela vient toujours après la communication institutionnelle. Et le président français est resté en droite ligne avec ce qu'il avait prévu faire. La lecture qui serait bien indiquée, n'est-ce pas, dans ce sens, c'est celle qui aurait pu aboutir au rétropédalage, n'est-ce pas, de Macron, parce qu'il aurait eu vent, n'est-ce pas, de ce que les mesures qu'il prendrait seraient contre, ou bien improductives, ou bien contre-populaires. La sortie de l'Élysée se focalise sur la vision commune, convenue entre les deux dirigeants pour une enquête impartiale sur les tristes événements du 14 février dernier en Gabou, dans la région du nord-ouest Cameroun, aux décisions du Grand Dialogue National. Ce qui était exclu, c'était la perspective de la mise en place d'une commission internationale. Il faut bien dire qu'une commission impartiale n'est pas forcément internationale, c'est-à-dire qu'on peut trouver au plan local, n'est-ce pas, un certain nombre d'acteurs, n'est-ce pas, qui peuvent conduire et mener à bout, n'est-ce pas, cette mission d'enquête. Mais il y a une autre constance également qu'il faudrait rapidement rendre compte, c'est celle du président de la République du Cameroun, qui est resté dans
son silence habituel, qui est un silence d'intelligence, puisque la diplomatie est toujours l'art de la réserve. D'ailleurs, il n'y avait pas de raison qu'il ne le fasse pas, puisque du point de vue institutionnel, les relations entre le Cameroun et la France sont encore chaleureuses. Si pour certains, le président français évite le ridicule suite à cet appel annoncé en grande pompe, d'autres y voient cependant l'effectivité d'une pression étrangère sur le Cameroun, quoique cette fois-ci enrobée d'usage purement diplomatique. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, véritable entrave à la mise en œuvre des projets de la BAD au Cameroun. C'est entre autres ce qu'il faut retenir de la rencontre ce jour à Yaoundé entre le gouverneur de la BAD, Alamine Ousmane Meh, et une autre délégation d'administrateurs. Ils sont venus s'imprégner de la situation au Cameroun. Le MINEPAD a aussi reçu l'ambassadeur de France au Cameroun et la secrétaire générale du sommet France-Afrique. On en parle avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zébou. Le Cameroun sera fortement représenté au sommet Afrique-France du 4 au 6 juin prochain à Bordeaux. Une dizaine d'élus locaux, une trentaine de jeunes intervenants dans les domaines de l'énergie, le logement et l'agriculture y sont attendus. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce 2 mars par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à la secrétaire générale de ce sommet. Le but est bien de regarder vers l'avenir en créant des partenariats franco-africains, africano-africains aussi, pour que les projets sortent de terre et aillent plus vite. Nous comprenons que les besoins sont immenses dans tous les pays africains en matière d'urbanisation et en matière de développement économique. Ce sommet sera la pierre à l'édifice de cette construction des économies africaines. Il portera sous le thème « Des villes et territoires durables », une occasion de renforcement des liens d'amitié entre la France et le Cameroun, qui continue d'être secoué par les tensions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Entre autres goulots d'étranglement à l'exécution des projets du portefeuille de la Banque africaine de développement dans notre pays. La Banque a un peu noté sa préoccupation par rapport au taux d'endettement du pays rapporté au PIB. Il y a naturellement un peu de bureaucratie et quelques retards dans la mobilisation, le décaissement. La présence depuis ce matin au Cameroun de la mission d'information de la BAD vise à jauger le niveau de développement économique et social du pays. La délégation conduite par Freddy Matongolo a une semaine pour rencontrer les membres du gouvernement. Nous allons également nous entretenir avec des membres de la société civile et du secteur privé parce qu'il est important pour nous que nous puissions être à mesure d'entendre différents sons de cloche sur la situation qui prévaut au Cameroun. Il était également question au cours de cette rencontre entre le gouverneur de la BAD et ses hôtes de parler de la construction du quartier général de la Banque africaine de développement à Yaoundé. Nous en parlions en titre des fonctionnaires de la police pris en flagrant délit d'une arnaque autour des passeports. En complicité avec un cadre du ministère des Marchés publics, ils ont été arrêtés suite à une opération menée par la Délégation générale à la Sûreté nationale. Les suspects ont été présentés ce jour à la presse à Yaoundé. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Francis Ketna. Ils ont profité de la crise au passeport pour s'en faire plein les poches. Ces 3 personnes sont accusées d'avoir arnaqué des usagers pour l'obtention des passeports. Le coup de la mort arrive lorsque les suspects demandent 400 000 francs CFA à un usager. Elle a pris contact avec une policière pour lui dire comment ça doit se passer. La policière en question lui dit que, étant donné qu'il n'y a pas le matériel, le passeport express maintenant en 2 jours ça fait 400 000. Et dans le même ordre d'idée, lui a donc communiqué le numéro de téléphone de celui qui doit donc lui produire ce passeport, mais moyennant les 400 000. Elle a pris le contact du monsieur qu'elle a appelé. Le monsieur a confirmé les dires de la policière. Trouvant la somme exorbitante, elle va dénoncer les présumés arnaqueurs. C'est le délégué général lui-même qui va financer la somme pour mettre la main sur eux. Lorsqu'il a pris l'argent, le dossier, il est donc allé dans le commissariat de son complice pour légaliser les documents. Comme il avait déjà pris les 400 000 sur lui, donc il a fini de légaliser les documents. Au retour,
pour sa base, pour son bureau. Nous l'avons donc arrêté en flagrant délit et présenté au délégué général. Il a cité les autres membres du réseau. Le réseau est constitué d'un gardien de la paix en service à la direction de la police des frontières, un gardien de la paix principal et d'un cadre au ministère des marchés publics. La police rappelle que désormais, les usagers qui se risqueront à ce jeu se verront également déférés pour corruption. On parle également du coronavirus qui continue de faire des victimes dans le monde entier. Le dernier bilan fait état de plus de 3000 morts. Le Cameroun est en alerte. Le ministre de la Santé publique s'est rendu à l'aéroport international de Simalène pour évaluer le dispositif de riposte mis en place contre la maladie. Voici le reportage de Karel Mezatachouya et Lungvondo. Le déploiement mis en place à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour la protection du pays à une éventuelle importation du coronavirus commence dès la sortie de l'avion. Les passagers doivent franchir plusieurs étapes. D'abord avec le thermoflash, puis avec la caméra thermique. Le patron de la santé publique et la délégation qui l'accompagne sont venus prendre le pouls de ce dispositif ce 2 mars. À la sortie du tunnel, nous avons 2 personnes qui screenent avec les thermoflash, ils prennent les températures. Et après cela, nous avons une deuxième personne avec la caméra thermique qui screen encore pour la deuxième fois et ça nous donne beaucoup plus de marge en termes d'appréciation, n'est-ce pas, de l'état de passager qui arrive. Ce que nous avons recommandé simplement, c'est de mettre un dispositif qui ne puisse pas freiner, n'est-ce pas, la fluidité du débarquement pour que le compagnie aérienne ne puisse pas se plaindre de notre pays. Manaouda Malachi et sa suite évaluent en outre le système de riposte mis en place à l'hôpital central de Yaoundé et au centre des opérations des urgences de santé publique. Même si aucun cas n'a été enregistré jusqu'ici, le Cameroun reste en alerte face à cette maladie qui demeure une menace. Plus de 90 000 cas détectés dans le monde, la grande majorité en Chine où a déclenché la maladie. 62 pays touchés à travers le monde et des cas importés dans 3 pays du continent africain. À la date du 1er mars, 2977 cas de décès notifiés. À cause de cette expansion du nombre de pays qui ont détecté des cas de coronavirus, l'OMS a revu le 28, donc vendredi dernier, le risque au niveau mondial et au niveau régional comme étant très élevé. Donc en fait, c'est une situation alarmante, mais qui continue d'être observée avec beaucoup d'attention. L'Organisation mondiale de la santé continue à apporter un accompagnement multiforme au Cameroun, déterminé à barrer la route au coronavirus. Nous précisons que vous écouterez en intégralité la conférence de presse du ministre de la Santé publique juste après ce journal. Et la suite de cette édition, c'est à Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et la suite c'est toujours au sujet de cette sortie du ministre de la Santé publique. Malgré les assurances de Manaouda Malachi, vous venez de le voir tout à l'heure, il prescrit également des règles d'hygiène. Avec l'annonce de ces mesures prises dans les aéroports du Cameroun, les conséquences économiques se font de plus en plus nombreuses chez certains compatriotes. Mireille Florme de Fofotso et Marius Kossou pour les détails. La confirmation d'un cas de coronavirus au Nigeria, pays voisin avec le Cameroun et porte d'entrée pour plusieurs, suscite chez les Camerounais des craintes. Les ravages que ce virus est en train de faire de par le monde, si ça arrive dans notre pays, on n'a pas les moyens adéquats pour subvenir ou bien gérer cette maladie-là dans le pays. Donc je suis un peu inquiète par rapport à ça. Le coronavirus, vraiment, ça fait paniquer, surtout au Cameroun que nous vivons dans l'insalubrité totale. C'est inquiétant. Vu la propagation de la maladie, comment ça inquiète tout le monde, c'est inquiétant. Vu que ça n'arrive pas chez nous. Si on dit que le coronavirus est déjà au Nigeria, ça veut dire que nous devons plus mettre l'accent à nos chercheurs africains, nos chercheurs camerounais, de vraiment protéger le territoire camerounais. Le ministre de la Santé publique a tout fait de les rassurer dans sa récente sortie à travers un communiqué. Il annonce le renforcement de la vigilance face à l'épidémie et assure qu'un système de traçage des voyageurs en provenance des pays touchés a été mis en place à travers le remplissage systématique d'une fiche sanitaire. Le personnel au point d'entrée et le personnel soignant des formations sanitaires doivent être plus vigilants, renforcer les mesures de prévention et déclarer tout cas suspect, a-t-il exigé. Manaouda Malachi exhorte les voyageurs venant des pays où sévit la maladie actuellement à se signaler pour un suivi dès l'entrée sur le territoire camerounais.
À ce jour, 3048 morts déjà enregistrés, 90 000 personnes contaminées et 63 pays touchés. L'Afrique n'a que 3 cas confirmés dans 3 pays. Aux dernières informations, l'épidémie a ralenti en Chine et s'accélère en Corée du Sud. Pour le moment, il n'y a ni vaccin, ni médicaments efficaces, bien qu'un infectiologue marseillais, s'appuyant sur des travaux chinois, a recommandé l'utilisation d'un traitement antipaludique, la chloroquine, qui agirait sur le Covid-19. Une prise de position qui ne convainc pas le reste de la communauté mondiale. Donc pour l'instant, le meilleur moyen reste de s'en prémunir. Et pour se mettre à l'abri, il y a le port de masque comme protection. Il y a également l'hygiène des mains. Bien cuire la viande et tous les autres aliments avant de les consommer. Éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la grippe et également avec des animaux sauvages et des élevages. La propagation du coronavirus n'est pas sans conséquences. Cette situation met tous les pays du monde en alerte, entraînant un impact négatif sur leur économie. Le Cameroun aujourd'hui n'est pas épargné vu la qualité des relations qui existent avec la Chine. Et au sujet des pays d'Afrique, on l'apprend à l'instant, le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Français arrivé il y a 2 jours au Sénégal par la compagnie aérienne locale. Il est pour l'instant interné à l'hôpital de Fann à Dakar et la France enregistre donc son 3e cas de décès de suite du coronavirus. Information de dernière minute également enregistrée ce soir. Et puis cette autre manifestation au quartier Bepanda de Douala pour le retour de l'énergie électrique des populations du quartier Makepe-Misoke précisément. C'est un sujet contre l'absence d'électricité dans les ménages. Un ras-le-bol qui a suscité cette descente des populations dans la rue justement pour réclamer le retour de l'énergie électrique et des forces de maintien de l'ordre qui sont intervenues quelques minutes après entre jets de gaz lacrymogène, des coups de feu à balles blanches pour disperser les foules. Les populations sont restées campées dans leur position. Je vous suggère d'écouter quelques réactions de ces populations manifestant ce jour dans ces images suffisamment violentes que vous regardez en ce moment. Ces populations qui manifestaient ce jour au quartier Makepe-Misoke de Douala. Je vous suggère donc d'écouter quelques-uns d'entre eux au micro d'Anguerontoa. Je travaille, j'ai les machines chez moi. Quand on coupe la lumière, dès que ça vient, la lumière vient, c'est pour griller tout. Ça grille les appareils des gens. Moi là où je suis là, actuellement quand je parle ici là, je ne travaille plus parce que tous les appareils sont grillés. On nous donne les tension de 400 watts. Ça a grillé presque même plus de 1000 télévisions dans le quartier. Donc ici tu vois la foule, ils sont en mécontentement, c'est tellement normal. Regarde nos corps, regardez comment le corps est. Tout le monde au quartier a le corps comme ça. C'est ça qui fait que les gens sont fâchés. Ça fait 3 mois, on ne fait plus l'amour à cause de la lumière. Oui, les enfants sont malades, on arrive à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on ne fait pas les examens à cause de ça. Je vais faire l'amour. Avec les poids, il y avait les gens fait l'amour. L'énergie électrique est revenue, heureusement, quelques minutes après ces manifestations au quartier Makepe-Misoke de Douala, mais ces populations qui réclamaient une garantie selon laquelle l'énergie ne repartira pas dans les minutes qui suivent, parce qu'il faut rappeler justement, selon ces mêmes populations, qu'elles passent plusieurs jours sans énergie dans cet autre quartier de la ville de Douala. Et on termine avec du sport football. La Fédération camerounaise de football a rendu publique la liste des 33 lions indomptables présélectionnés pour la double confrontation entre le Mozambique dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et dans cette liste, on note le retour de Nicolas Nkoulou. L'international camerounais n'a plus intégré la sélection depuis 2017. On en parle avec Alain Gislankanga. C'est ici que se referme cette édition du 19h50. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50. Bonsoir. MTN Cameroun, entreprise citoyenne.